Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à École Média. On reçoit aujourd'hui Marie-Josée Arnois. Ici Stéphane Lévesque, bienvenue à cette émission d'École Média. On a un spécial aujourd'hui, on rencontre une travailleuse du domaine de l'éducation, Marie-Josée Arnois. Ça va bien? Bonjour Stéphane, ça va bien, oui. Merci d'avoir accepté. Là, tu as un parcours dans le domaine de l'éducation. Oui. Tu as été une élève à la base, comme nous tous, on a été des élèves. Tu as fait ta scolarité à quel endroit? En fait, je sais pas d'où tu veux que je parle, mais j'ai mon primaire secondaire, je suis de la Côte-Nord, donc j'ai fait ça Forestville. À Forestville, l'école Saint-Luc pour le primaire, Polyvalente des Rivières pour le secondaire. Puis ensuite de ça, je suis allée au collégial à Québec. Je suis allée au campus Notre-Dame de Foix. Puis ensuite de ça, je suis allée à l'Université du Québec à Trois-Rivières. En quoi? Un bac en enseignement. Je suis sortie avec un bac en enseignement du français et de l'univers social. Et par la suite, je suis allée me perfectionner. Après ça, je suis allée chercher des diplômes d'études supérieures en éthique et culture religieuse. J'ai travaillé aussi, j'ai fait un peu d'études dans les formations initiales de direction d'école, puis j'ai fait de la formation aussi pour la conseillance pédagogique. Donc, Et tu es née dans l'éducation, parce que papa et maman, ils faisaient quoi comme métier, papa et maman? Mes deux parents sont de l'éducation. Ma mère, elle a été 37 ans enseignante au préscolaire. Et mon père, ça a été pendant longtemps un des plus jeunes directeurs de la province, directeur d'école. Il a terminé sa carrière comme étant directeur général adjoint d'une commission scolaire. Donc moi, j'ai grandi, je suis tombée dedans, là. Avec des frères et sœurs? Oui, mais ma sœur, elle, c'est le domaine des langues. En fait, moi, je suis enseignante de français, là, comme je disais. Donc, c'est les langues qui l'ont attirée. Donc, elle est en traduction pour le gouvernement fédéral. Puis là, moi, j'ai toujours parce que j'ai une sœur, moi, qui est enseignante. Là. Puis moi, je me rappelle, quand on jouait, moi et ma sœur, on jouait à l'école. Oui. Fait que là, toi, tu jouais-tu à l'école quand tu étais avant d'aller à l'école? Oui, en fait, oui, je jouais à l'école. C'est vraiment drôle parce que, étant donné que mes parents étaient enseignants, en tout cas, dans le domaine de l'éducation, il restait toujours des photocopies à la fin de l'année, des documents qui n'avaient pas été utilisés. Puis, moi, je me créais des élèves fictifs et je créais des fausses réponses pour les corriger après ça. Ouais. Moi, je n'avais pas des toutous sur des chaises. Moi, je prenais des copies puis j'analysais les réponses pour... Puis là, tu vas voir pourquoi je te parle de ça. Je ne veux pas te psychanalyser, là, loin de là, mais l'entrée à l'école... Quand on a joué à l'école, c'est comme tomber dans le magasin de jouets vrai, là. Oui. T'as-tu été une élève heureuse d'aller à l'école dès le départ? C'est sûr qu'apprendre, là, comme je disais tantôt, j'ai toujours continué à faire des études. Donc, même à l'âge que je suis rendue, je suis toujours une autodidacte. Je suis toujours dans la curiosité d'apprendre. Donc, je suis une apprenante à vie, je dirais. Oui, c'est sûr que quand je suis rentrée à l'école, je rentrais dans la maison de mon père, dans le fond, parce que c'était lui qui était le directeur de l'école, puis ma mère enseignait là, donc c'était presque chez nous, là, quand j'allais là. Mais je dirais que, comme j'étais une élève performante, là, j'ai de l'air mais j'étais une élève performante, ça a été rapidement, je dirais, peut-être arrivé au secondaire, là, que je me suis ennuyée. Donc, j'étais toujours curieuse, j'étais stimulée quand même à la maison. À côté. Lecture, écoute de documentaires à la télévision. Oui, visite de sites historiques en vacances. Très, très... on était très stimulés. Là, oui. Puis au niveau, moi je suis de même, après-même, je reviens. Peut-être pas une bonne méthode d'apprentissage, là, ou de communication. Je suis pas ici pour te juger. Tu me feras un rapport, tu me corrigeras. Tu vas enseigner, tu as un bac. Tu vas enseigner au secondaire? Oui, je vais enseigner... À Jean-Nicolet? Non, je vais enseigner à Chavigny. Donc, à l'époque, ça s'appelait la commission scolaire de Chavigny. Donc, j'ai enseigné à Chavigny, puis c'est devenu Chemin-du-Roi. J'ai été 13 ans enseignante de français, particulièrement en troisième secondaire. J'ai enseigné plusieurs disciplines, là, mais ma majeure, le plus de temps que j'ai passé, là, c'était en enseignement du français en troisième secondaire, que j'ai adoré. Et après ça, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que
il y avait des prêts de service pour le ministère. Puis là, moi, j'étais intéressée, j'étais curieuse de voir qu'est-ce que c'était un conseiller pédagogique. OK. Donc, je suis allée à la pêche, je suis allée mouiller le gros orteil là-dedans. Et là, j'ai tellement aimé ça. Et la raison pourquoi en tout cas la mienne, pourquoi ça m'a attirée tant que ça, c'est que là, tu sais, en étant enseignant au secondaire, on a à peu près 180 élèves par année, là, tu sais, si on veut. Mais là, en étant conseiller pédagogique, c'est que je viens aider encore plus d'élèves. Tous les élèves de ton domaine? Bien, de ceux qu'on... des enseignants que j'accompagne. Ça peut être plusieurs milliers. Donc là, ça agrandit le champ d'action, le champ d'influence, puis, tu sais, on se dit, hey... mais je dirais, là, je vais être honnête avec toi, Stéphane, là, j'ai fait un grand deuil quand j'ai eu à passer à temps plein, qu'il a fallu que je donne ma démission d'enseignante pour devenir conseillère pédagogique. Le contact avec l'élève est plus Vraiment, ça m'a pris un bon 5-6 ans avant de faire le deuil, de dire que j'avais parce que t'emploies le mot deuil, c'est quand même... Oui, c'est un deuil. Tu as quelqu'un qui possède bien la langue, là, tu sais, des fois, on parle, on ne sait pas trop quoi qu'on dit, là, mais là, toi, si t'emploies le mot deuil... Oui, c'était vraiment un deuil. Puis, à cause de ça, ce que j'ai fait, c'est que ça l'a forgé mon style d'accompagnement comme conseillère pédagogique, c'est que j'avais comme besoin de combler ça. Donc, j'étais une conseillère pédagogique qui allait dans les classes. Donc, sur le terrain. Sur le terrain. Donc, faire de l'observation. Oui, faire de l'observation. Bien, entre autres, on m'a attribué, moi, j'étais une enseignante du régulier, puis là, on m'a attribué des classes dans lesquelles il y avait des élèves avec des besoins particuliers, dont les autistes, que je ne connaissais rien de ça. Donc, je suis allée observer en classe comment fonctionnaient des élèves en classe spécialisée. Donc, entre autres, oui, de l'observation, mais pour ma partie français, parce que j'étais conseillère pédagogique de français aussi au secondaire, à ce moment-là, bien, comme on se faisait alimenter beaucoup, tu sais, un conseil pédagogique, c'est un petit peu... on est entre les enseignants puis la recherche un petit peu. Donc, faut parler aux chercheurs, il faut lire ce que la recherche dit, mais il faut être capable de le descendre, tu sais, pour que les enseignants comprennent, pour rendre ça concret, OK? C'est ce que j'ai le goût de dire. Oui, il faut que tu enseignes aux enseignants. Bien, c'est un peu ça. Tu vulgarises des connaissances, parce qu'un prof, il est bon. Là, oui. C'est pas quelqu'un de pas intelligent. Non, pas du tout. Mais ça, c'est-tu quelque chose? Parce que moi, j'ai frayé un peu dans ces... Moi, appelais ça la tour du ministère. Là, OK. Je trouvais que la tour, d'un fois, était bien loin des écoles. En haut de la tour, je trouvais que... J'ai peut-être des gros préjugés, mais j'ai été dans la tour. J'ai jasé avec des gens qui étaient dans la tour. Tu voyais-tu des fois, puis je veux pas t'amener à te saucer trop, mais une coupure entre le terrain et les intellectuels, les chercheurs, les gens qui sont dans les programmes au ministère? Bien, en fait, c'est là que le conseiller pédagogique est important. Puis là, c'est ma minute politique, si tu permets. Bien, vas-y. Parce que... au moment qu'on tourne, en fonction de ta campagne électorale. C'est ça. C'est le temps. Je veux dire aussi que je suis présidente de l'Association des conseillers pédagogiques qui a pour mission de faire rayonner le travail parce que les conseillers pédagogiques, on est des gens qui travaillent dans l'ombre. Oui. OK? Donc, on n'est pas connus. Moi, j'ai une jeune fille de 19 ans qui a fréquenté l'école au Québec. Moi, personnellement, j'ai comme parent, puis elle non plus, elle n'a jamais eu affaire avec un conseiller pédagogique, mais elle a eu affaire indirectement. Oui, parce que c'est ça, on agit avec les enseignants pour la réussite des élèves, dans le fond. Donc, c'est pour ça que notre travail, si on veut, notre profession, bien, c'est souvent remis en question vu qu'on n'est pas en contact direct avec les élèves. Parce que là, les gens qui disent « ministère de l'Éducation, le monde des bureaux, là, qui mettent du monde sur le terrain, et toi, tu reçois ça, tu n'aimes pas ça. » Bon, bien, regarde bien, là, je suis encore dans ma minute politique. Ben oui, regarde, j'ai encore le droit dans ma minute politique. En fait, là, présentement, on vit une situation de pénurie d'enseignants. Oui. OK? Donc, ces enseignants-là, il faut les accompagner. Les nouveaux enseignants qui arrivent, qui n'ont pas de reconnaissance pour l'enseignement. J'aime pas le thème non légalement qualifié parce que c'est pas vrai qu'ils sont pas qualifiés. Ils sont pas qualifiés pour faire le travail d'enseignant, ça c'est vrai, mais c'est pas vrai qu'ils n'ont pas de qualification. Ils ont des acquis, là, tu sais. Mm-hmm. Donc, ces gens-là, ces nouveaux enseignants-là qui arrivent, qui n'ont pas la formation initiale, ça prend des gens pour les guider. Et qui est le mieux placé pour les guider? Ce sont les conseillers pédagogiques. Donc, c'est pas supposé des directeurs qui... les directeurs, c'est un autre travail. C'est complètement un autre travail. Mais l'accompagnement pédagogique, moi, dans ma tête, on m'avait dit les directeurs des anciens profs pour aider pédagogiquement les professeurs. C'est pas vrai, ça? Bien, en fait, c'est pas... La nature du travail n'est pas la même. Pour moi, là,
quand on est conseiller pédagogique, les directeurs d'école sont nos alliés, OK? Dans le sens qu'il faut travailler en partenariat avec eux. Ce sont eux qui sont les gestionnaires de l'établissement, ce sont eux qui prennent les décisions. Nous, on est en rôle conseil. Donc, on est là, on dit, bien, dans le travail, quand je dis qu'on travaille dans l'ombre, on fait des planifications avec les directions d'école, de formation. Dire, c'est quoi les besoins? Qu'est-ce que tu observes que tes enseignants auraient besoin pour la réussite des élèves? Bon, on voudrait mieux utiliser l'iPad, intégrer bon, ça. Bien, là, tu tombes dans mon champ de compétences en plus parce que je suis on va appeler ça une conseillère pédago-numérique aussi. Donc, moi, je l'utilise le numérique en pédagogie pour la réussite des élèves. Donc, on veut utiliser plus le iPad. OK, mais par quoi on commence? Quelle est la compétence numérique de tes enseignants? Parce qu'on achète 200 iPads, on met ça dans une bien, école. ou des Chromebooks, là, parce qu'on a vu arriver ça avec la pandémie. Que ce soit une marque ou l'autre. Oui, c'est mais ça. Ce qu'on comprend, c'est que tu mets 200 iPads ou l'autre que tu as dit, tu mets ça d'une école, ça ne fait pas une utilisation pédagogique, non. Ça n'aide pas l'élève. Bien, il faut s'approprier sinon, l'appareil. Il va jouer à des jeux. S'il met des mains, il va prendre des photos. Bien, moi, je dirais que c'est un passage obligé, jouer à des jeux, pour se l'approprier. Oui. Mais après ça, il faut aller plus loin. Puis comment l'enseignant comment optimiser les apprentissages avec l'utilisation du numérique. OK? Puis des fois, le numérique, il ne nous aide pas. Là. Des fois, il va nous nuire, mais il y a tout un monde là-dedans. Écoute, on n'a pas assez de 30 minutes pour tout que je t'explique ça. Ça me permet de faire une parenthèse, parce que moi, tu sais que j'ai un franc-parler. On va l'utiliser. Moi, j'ai l'impression, des fois, qu'il y a des modes. Puis le terme, je choisis, c'est le terme que je vais utiliser. Okay. Il y a des modes dans l'éducation. Oui. Puis, tu sais, exemple, je vais te donner un exemple, puis je sais pas quel décideur a décidé. Moi, je suis assez vieux. Première année, il nous montrait à parler avec des lettres, avec des gestes. Pour la lecture, tu veux dire, ouais. C'est spécial, ça. Oui. Puis je veux pas te taper chez les personnes qui ont décidé ça, mais ça a disparu et c'est jamais revenu, ça. Bien, en fait, c'est des modes, en fait, oui, c'est vrai, là, ça peut sembler être des modes, mais c'est là où la recherche en est rendue. Donc, la recherche était rendue à développer l'apprentissage de la lecture avec des gestes, mettons, l'apprentissage de la lecture. Là, il y a tout un débat sur est-ce qu'on fait écrire les élèves script tout de suite ou cursive, tu sais, donc il y a plein de choses. Écrire l'élève, est-ce qu'on fait écrire les élèves à l'ordinateur tout de suite en première année ou on leur fait Donc, il y a tout un champ de recherche qu'il faut considérer là-dedans, puis des fois, il y a des essais qu'on fait. Donc, on le fait en éducation. On a peut-être été des cobayes. Bien, pour le savoir, pour pouvoir faire des choix, bien, c'est sûr que ça n'en prend. Je m'en suis remis, mais ça m'avait marqué. Ça m'avait marqué. C'est ça, on faisait des affaires de même. Oui, mais c'est ça, mais c'est ça m'est pas resté. Tu sais, dans le fond, il n'y a pas de j'aurais le goût de dire qu'il n'y a pas de méthode miracle, OK? Parce qu'on entend des approches pédagogiques. Tu sais, on va parler de l'enseignement explicite, entre autres, qu'il y en a qui valorisent ça beaucoup. Mais je m'excuse pour ceux qui comprennent. Là. Explicite, donc, moi, c'est un terme que j'associe à d'autres choses. Là. Oui, mais l'enseignement explicite, c'est que je vais te modeler ce que je veux que tu fasses. Le maître. Non, mais c'est d'expliquer dans ma pensée par où je passe comme processus pour que tu puisses comprendre qu'est-ce qui se passe dans ma tête quand toi, tu le fais. Mais après ça, je vais te regarder faire, puis je vais dire, là, telle affaire, oui, c'est bon, mais telle affaire, tu devrais le faire comme ça. Donc, c'était une guidance, en fait, qu'on va donner à l'élève. Bon, bref, c'est pas là que je voulais aller. Oui. Mais c'est que tout ça, c'est que il n'y a pas de méthode miracle. Donc, ça veut dire qu'une méthode peut fonctionner pour beaucoup d'élèves, mais ne fonctionnera pas sur d'autres élèves. Donc, c'est pour ça que bien là, je vais faire la promotion de ma paroisse un peu. Donc, nos élèves en difficulté, est-ce que c'est parce que les méthodes qu'on utilise ne fonctionnent pas sur eux? Est-ce que c'est ça qui fait qu'ils sont en difficulté? Ça peut être des facteurs internes aussi, là, dans leurs conditions de qui ils sont. Mais il y a, il faut passer par plusieurs chemins. Donc, il faut accepter de dire, j'enseigne peut-être de telle manière, pédagogie par projet, par exemple, mais ça ne rejoindra pas tout le monde. Fait que c'est pour ça qu'il faut varier nos... Ouais, mais ça, c'est ça qui fait le conseiller pédagogique. Je suis en train... Oui. Je suis vraiment... Excuse-moi pour le micro. je suis vraiment en train de t'expliquer, si tu étais un enseignant, là, c'est le genre de discussion que j'aurais avec toi. Okay? Te dire, il faut que tu penses à plusieurs perspectives, puis là,
Lequel là-dedans qui répondrait le mieux, considérant des notions que tu as enseignées à ton élève? Parce que là, on vient, puis tu l'as abordé, l'inclusion, l'adaptation scolaire. L'adaptation scolaire. Oui, inclusion et adaptation scolaire. Bon, ouais. Tantôt, tu disais, moi, je suis le professeur, ça se passe de même dans ma tête, je t'explique comment ça. Oui. Mais toi, c'est pas de même qui marche ton cerveau. Exact. Il se peut qu'on ne marche pas Non, pareil. ça se peut. Fait que là, c'est pas nécessairement la bonne méthode pour quelqu'un qui serait. C'est quoi? Autiste, Ça dépend. Il peut y avoir plusieurs. Moi, je te dirais que c'est ça, ça peut être TSA, ça peut être des élèves qui ont un déficit d'attention, ça peut être des élèves qui ont des troubles d'attachement, ça peut être des élèves avec une dyslexie, ça peut être des problèmes 10, là, on va parler de DYS. Là. Des problèmes 10, ça veut dire qu'ils ont des difficultés dyslexique, difficulté avec la lecture. Okay. Donc, dyspraxie, difficulté avec le geste moteur. Donc, il y a plusieurs difficultés qui existent. Puis des fois, ça peut être, tu sais, Stéphane, là, je te donne des grands noms scientifiques, là, mais des fois, ça peut être juste de l'anxiété. Tu sais, ça peut être juste ça. Toi, quand tu es arrivé à l'école, tu n'avais pas le goût d'y aller, contrairement à toi qui étais... Oui, c'est ça, mais il peut y avoir plusieurs facteurs qui font que l'élève, tu sais, il y a une anxiété de performance, par exemple. Je pense, tu sais, on a nommé des élèves avec des difficultés. On a nos élèves doués aussi qui sont là-dedans. Donc, eux autres, ils ont de l'anxiété de performance. Puis des fois, la manière comment l'anxiété monte parce qu'ils n'ont pas compris dès la première phrase. Fait que, ma vie est un échec. Ma vie est un échec. Ouais. Donc, tu sais, c'est tout des considérants à prendre en compte quand on dit, bien, tu sais, il faut se questionner sur pourquoi que ça n'a pas fonctionné. Là, je vais faire votre provoquant. Mais c'est quoi ces affaires-là, tu sais, les troubles d'apprentissage? Il n'y en avait pas de ça avant. Ah oui, il y en avait. Il y en avait, mais il était moins sorti de la voie scolaire aussi. Oui, c'est ça. Mais là... Parce que, exemple, moi j'ai 48 ans, là, je ne suis pas vieux, mais tu sais, la scolarisation, il y a du monde, de l'âge à mon père, mettons, qui n'ont pas complété une 6e année, c'était peut-être des déficits d'attention, de l'autisme, etc. Ou de manque d'intérêt envers l'école, tout ça. Tu sais, on parle de décrochage, là, c'est de ça que tu me parles, mais c'est sûr qu'il n'était pas nommé. Avant, quand je parlais tantôt que la recherche avance, bien c'est ça, la recherche avance aussi là-dedans. C'est pour ça que c'est important la recherche. C'est pour ça que c'est important la recherche. C'était pas vrai ce que je disais tantôt, là, j'étais un personnage. Donc, la recherche avance, on est capable de plus en plus d'identifier les différentes problématiques, mais c'est pas juste des identifier, il faut être capable de dire comment on compense ça. Donc, comment? Parce qu'on on a choisi comme valeur dans la société québécoise que c'est la réussite du plus grand nombre d'élèves. Okay. Donc, d'où inclusion dans mon travail. Donc, la réussite du plus grand nombre d'élèves, c'est-à-dire qu'il faut comprendre comment le cerveau fonctionne, puis il faut donner les moyens pour que l'élève puisse accéder le plus possible à la réussite. De là, des approches adaptées, des outils. Un iPad, par exemple. Parce qu'exemple, moi, j'ai été, à une certaine époque, j'allais beaucoup dans des classes. J'ai déjà vu des élèves, moi, qui avaient des écouteurs, qui avaient des ordinateurs, là, je ne veux pas analyser, mais qui avaient comme des outils. Il y avait des aides au niveau de la correction du français. Il y en a qui en ont, il y en a qui n'en avaient pas. Fait que ça, c'est comme on a analysé l'état de l'élève, ses capacités, puis on lui a donné des outils qui soient meilleurs. Pour qu'il puisse accéder à la réussite, mais pas la réussite à n'importe quel prix. Je voudrais quand même préciser ça, parce qu'il y en a qui pourraient penser, on lui a donné un ordinateur, c'est bien plus facile pour lui ou pour elle, tu sais. Mais il n'y a pas d'injustice là-dedans. C'est que le cas, il a été analysé, puis c'est un handicap invisible. Là. Par exemple, tu me parles de problème de lecture. Là. On va parler d'handicap invisible parce que je te regarde, je ne le sais pas que tu as un problème de lecture. C'est pas physique, c'est pas comme une chaise roulante. OK? Donc, c'est dans le cerveau. Ouais, c'est évident que tu as une chaise roulante, tandis que là, c'est caché. Là, ça paraît pas. Fait que là, il faut creuser pour expliquer comment ça se fait que l'élève, quand j'y parle, il comprend, il est capable. Mais quand il vient pour lire par lui-même, il y a de quoi qui ne marche pas, tu sais, au niveau de... Et là, c'est là qu'on rentre, c'est toute la neuroscience qui va embarquer là-dedans, parce que quand on passe des IRM, par exemple, de cerveau, on se rend compte qu'un cerveau d'un élève qui a des difficultés en lecture, un dyslexique, par exemple, qui est un trouble d'apprentissage... Dyslexie, c'est on mélange les mots... Oui, c'est les lettres. Je te mets ça simple, là. Oui, c'est ça. Puis, quand on regarde les IRM de cerveau, il y a des différences au niveau des connexions électriques. Fait que l'enfant n'est pas diminué intellectuellement. Non. C'est que lui, son moteur, il n'est pas fait pareil. Bien, l'électricité passe, mais elle va passer moins forte, mettons. Okay. Donc, c'est pour ça que l'association Letson, par exemple, bien, ça se fait moins rapidement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas y arriver. C'est que si on met un ordinateur, c'est juste pour augmenter sa vitesse
pour pas qu'ils se découragent. Donc, à chaque fois que tu rencontres une lettre, puis tu te questionnes tout le temps à chaque fois, c'est quoi cette lettre-là? Qu'est-ce qu'elle devrait sonner? Puis là, après ça, tu te dis, non, ça fait pas de sens le mot qu'il y a là. Tu perds complètement la compréhension de ce que tu as à lire. Oui. Puis quand je vais te demander de répondre à des questions, par exemple, bien, tu ne seras pas capable parce que tu as passé ton temps à essayer d'associer. C'est fatigant, on va parler de surcharge cognitive. C'est ça, c'est le mot scientifique, là. Ouais. Donc, on va parler de fatigue cognitive. Donc, c'est pour ça qu'on met un ordinateur. Puis ça peut-tu amener les enfants, ils deviennent-tu démoralisés? Ils se rendent compte qu'ils ne sont pas comme les autres? Oui, bien c'est sûr que là, il y a tout au niveau de l'identité, il y a un travail à faire. Puis là, c'est là que mon travail d'inclusion arrive. Oui. C'est comment on fait pour s'assurer que les élèves ne se sentent pas étiquetés dans la classe avec, tu sais, mettons, il y en a de plus en plus, là. OK, on s'entend, là, c'est presque, je dirais, je vois des classes que c'est la moitié des élèves qui ont des aides technologiques, là. Donc, c'est presque, c'est présent, ça devient là. commun. Là. C'est présent, sauf que au départ, tu sais, on avait comme 1 ou 2 élèves qui avaient une aide technologique. Il y avait le spot sur eux autres. Excusez l'anglicisme, mais il y avait le spot sur eux autres. Et en fait, et c'est la raison pour laquelle ils n'utilisaient pas leurs aides technologiques parce qu'ils se trouvaient trop à la vue des autres. Entre autres, OK? Puis ils disent, non, j'ai pas besoin de ça. Puis moi aussi, là, j'ai eu des enfants qui ont utilisé des aides technologiques. Puis à un moment donné, hey, je suis guérie, maman, j'en ai plus de besoin. Mais il est en échec, tu sais, ça n'a pas marché, tu sais. Fait que c'est parce qu'il y en a de besoin. Donc, quand on attribue une aide technologique, c'est vraiment parce que c'est indispensable à la réussite. Fait qu'il y a tout le jugement autour de « ils vont le faire plus facilement ». L'élève lui-même, on a des élèves résistants à l'utilisation des aides technologiques. Parce qu'ils veulent être comme les autres. Oui, c'est puis ça. Dans leur tête, être comme les autres, c'est pas avoir d'ordi, mais de l'autre côté, au bout de la ligne, c'est qu'ils vont faire la tâche comme les autres. T'sais, on donne un moyen pour passer, on te fait passer par un autre chemin pour arriver comme les autres. Mais ça, là, tu sais, puis les gens, puis je trouve que c'est bien, on fait œuvre, là, on vulgarise des choses qui peuvent paraître techniques, mais tu sais, tu parles de discrimination, si tu veux le nommer comme ça. Mais tu sais, les parents qui nous écoutent, qui voient que leur enfant, bon, il y a des difficultés scolaires, eux-mêmes ont peut-être eu un passage à l'école qui n'était pas glorieux, là, tu sais, ça leur rappelle pas des beaux souvenirs. Toi, je suis sûr que ça te rappelle des beaux souvenirs, l'école. Moi, essentiellement, ça me rappelle des beaux souvenirs parce que j'avais des parents qui étaient dans le milieu de l'éducation. Moi, l'école, c'était comme le magasin de jouets. Je suis arrivé là, j'étais content. Toi aussi, d'ailleurs. Mais tu sais, il y a des enfants qui, à 4-5 ans, ils n'ont pas le goût d'aller à l'école. Puis, ils ont eu des parents qui n'ont pas aimé à l'école. Ils ont peut-être eu des grands-parents. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui nous écoutent de dire, bien, Colin, il y a de l'aide, il y a des manières, il y a des manières pour rendre ça profitable pour tout le monde? C'est sûr que... Tu sais, tout le monde est là, dans le milieu, les intervenants sont là vraiment avec des belles intentions de vouloir faire réussir le plus grand nombre d'élèves, OK? Donc, déjà là, de cogner à des portes, puis si un intervenant vient vous voir, me dire, on pense qu'il y a un petit quelque chose, parce que les intervenants à l'école, là, ils n'ont pas le pouvoir de donner des diagnostics, mais ils ont le pouvoir de dire, j'ai observé telle chose. Donc, on va parler plutôt de manifestation. Donc, c'est pour ça que l'attribution des aides technologiques, on n'a pas besoin de passer par un neuro pour avoir une aide technologique. On observe que l'élève a des difficultés en lecture, on va lui offrir de la rééducation, bien sûr, mais c'est possible qu'on aille vers une aide technologique. Puis, comme parent, on peut poser des questions. Ah, tout à fait. On peut se renseigner, on est là pour ça. On peut discuter, on peut dire nos appréhensions. Oui, mais il faut les nommer. Il faut vraiment... Puis, il y a de la place pour ça, là, tu sais, il y a de la place pour, on va parler de partenariat ou d'école famille, communauté, là, tu sais, donc il faut se parler ensemble parce que, je vais reprendre le dicton africain qui dit que ça prend un village pour élever un enfant, fait qu'il faut se parler, tu sais, il faut pas juste dire que l'école fait ça puis les parents font ça, mais il y a un vase communicant entre les deux, il faut vraiment qu'il y ait un partenariat, qu'on s'assemble autour de l'élève. Tu me fais une pause à la palette, Marie-Josée. Tu sais, il ne faut pas qu'il y ait une scission à la maison et à l'école. Mais il faut que les rôles soient clairs. Oui, mais il faut que le parent s'implique dans... C'est pas vrai que ça finit... l'école, ça finit à 4 heures, là. Tu sais, il y a des tu sais, un enfant favoriser son apprentissage, d'avoir un local qui est dédié à ça. Tu sais, tu fais tes devoirs au milieu de la cuisine, il y a 7-8 enfants dans la maison.
c'est pas des gros facteurs de réussite. Bien, en fait, c'est pas des conditions gagnantes, mais à quelque part, faut se questionner. Là, mon Dieu, tu me... Mais là, Il y a plein de choses qui me popent tu dans la tête. reviendras pour Faut une que autre je émission. revienne, faut que je revienne. On va reparler des devoirs, ça, c'est une autre affaire. Mais c'est sûr que, tu sais, puis le parent peut dire, écoute, moi, j'ai telle condition à la maison pour faire le devoir, puis c'est pour ça que mon enfant ne réussit pas à toutes les faire, par exemple, tu sais. Fait qu'il y a sûrement moyen d'aménager quelque chose. Au devoir, à l'école. Bien, il peut y avoir de l'aide aux devoirs, qui peut donner un coup de main aux parents aussi, mais c'est important que le parent sache sans savoir dans le détail. OK, là, c'est un message pour les parents. Vous n'avez pas besoin de savoir tout ce que vos enfants apprennent. Ce qui est important, OK, puis ça a été prouvé par la recherche. Qu'est-ce qui fait que votre enfant, j'ai de la misère à décrocher d'élèves, ce qui fait que votre enfant va aimer l'école, puis ce qui est un facteur de réussite, c'est que vous les encouragez. Donc, c'est d'être dans le positif, de dire, je ne sais pas comment t'aider dans ta division, mais je suis certaine que tu vas y arriver, puis on va le regarder ensemble, tout ça, puis tu demanderas à ton prof demain. On va appeler Alloprof. On peut aller sur Alloprof. Oui, tout à fait. Il y a plein d'autres ressources, mais l'important, c'est d'être derrière l'enfant puis de l'encourager. C'est pas tant votre connaissance de... Puis ça, il faudrait que je recherche... J'ai vu le chercheur en conférence, mais le nom ne me revient pas, là. Mais c'est ce qu'il nommait, et c'est appuyé sur des théories de Piaget, là, lui, qu'est-ce qu'il amenait. Okay. Donc, c'est pas tant que le parent soit scolarisé ou qu'il sache tout. C'est parce que là, on m'a amené... Le parent scolarisé qui n'est pas là. Non, ça aussi, mais tu sais, l'important, c'est d'être derrière votre enfant puis de vraiment l'encourager, de dire « Hey, c'est beau », puis... Tu sais, là, il faudrait que je revienne pour te parler des notes aussi. Parce que c'est des choses qui sont discutées, ça. Les notes... J'ai l'impression que tu as voulu t'embarquer ces devoirs parce qu'il y a des théories qui disent que c'est pas bon de donner des devoirs. C'est pas bon. Il faut choisir la manière comment on fait faire les devoirs. Puis il faut aussi... En tout cas, bref, il y a vraiment beaucoup de sujets. Mais là, ma chère Marie-Josée Arnois, qui est conseillère pédagogique au ministère de l'Éducation, spécialisée en éducation et en adaptation scolaire, si on a suscité l'intérêt de gens, parce qu'on n'a pas la prétention d'avoir fait le tour de la question, mais je pense qu'on a peut-être éveillé des gens, allumé des gens. Si, exemple, moi j'écoute, là, puis je voudrais en apprendre plus sur ce domaine-là, y a-t-il des sites web que tu me conseillerais? Bien, je vais parler de mon site web. Ben oui, vas-y, on est là pour ça. Donc, il y a le récit pour lequel je travaille, le récit IAS, donc Récit, Inclusion et Adaptation scolaire. Donc, on google ça, on va trouver ça. Puis là-dedans, vous avez une zone parent, entre autres. Et il y en a pour... Notre site est pour les intervenants, donc c'est notre destinataire principal. Mais il y a une zone parent aussi, si vous voulez voir les fonctions d'aide qui existent pour aider vos enfants. Donc, ça a été construit, en fait, la zone parent, en temps de pandémie, quand l'école était fermée. Ben oui. Donc, on l'a laissé là parce qu'on pense que ça peut encore aider. Mais écoutez, ce site-là, il est fait pour les parents. Non, il est fait pour les intervenants, mais il y a une zone pour les parents. Et du contenu adapté qui est moins rébarbatif pour les non-spécialistes. J'aurais le goût de dire, allez donc cogner à la porte de l'Institut des troubles d'apprentissage, parce que leur mission à eux, c'est pour les parents. Okay. Donc, leur mission, c'est de répondre aux appréhensions des parents. Hey, merci Marie-Josée Arnois, bien intéressant. Merci Stéphane. Tu as cassé la glace? Parce que tu es la première spécialiste. Bon. Là, je vais peut-être faire ça avec différents intervenants de différents métiers pour comprendre le système d'éducation. Parce que le système d'éducation, c'est pas un carton sur un mur, là, c'est du monde, comme toi, qui font très bien le travail d'ailleurs, puis tu transmets bien ta passion. Merci, je suis contente, là, parce qu'effectivement, c'est ma passion, puis dites-le pas au ministère, là, mais si je n'étais pas payée, je ferais la même affaire. Merci! Physiquement, mentalement et socialement, la pandémie a été difficile pour tout le monde. Durant ce temps, les intervenants en maison des jeunes ont vu les jeunes se désengager au niveau des apprentissages en mode virtuel.
Le décrochage scolaire, une réalité que vivaient les jeunes du Québec, n'a fait qu'exacerber cette réalité. La persévérance scolaire est devenue un sujet récurrent et préoccupant pour les intervenants en maison de jeunes. Adolescentes et adolescents en pleine phase de construction de leur identité, ayant un grand besoin d'appartenance, se sont retrouvés isolés pendant un long moment. Puis, par intermittence, les intervenants ont observé un effritement des liens significatifs avec les jeunes qu'ils accompagnent, notamment dû au fait que la pandémie force l'offre de services des organisations à inclure un volet virtuel. Isolés, les jeunes ont perdu leurs repères et leur routine. Aujourd'hui, en creux de vague, une peur sociale s'est installée pour nos jeunes. La vulnérabilité familiale s'est accentuée et l'anxiété a pris une place majeure dans la vie post-pandémie. Au-delà de la fréquentation scolaire à proprement parler, la maison de jeunes, un milieu de vie pour adolescents, sont restés présents pour les jeunes. Ouverts de plusieurs façons, s'adaptant jour après jour pour les soutenir dans leurs processus fondamentaux de socialisation et du développement de leur personnalité. D'où l'importance de la fréquenter et de continuer de la fréquenter afin d'accompagner cette belle jeunesse québécoise. De ce fait, les 3 maisons de jeunes de Bécancour sont passées à l'action afin de développer un projet sur la persévérance scolaire et la prévention du décrochage scolaire. Je trouvais ça un peu compliqué, mais à force d'en faire plusieurs, j'ai été capable d'en faire des paragraphes. Nous avons pensé à revenir aux bases et susciter l'intérêt des jeunes avec de nouveaux apprentissages. Et là, tu es devant ton œuvre qui n'est pas achevée encore, mais pourquoi tu t'es inscrite aux ateliers d'art? Parce qu'en fait, l'art, ça m'intéresse, puis ça avait l'air très intéressant de faire de l'art, puis ça m'intéressait d'apprendre à faire ça. Il s'agit de la MDJ de Sainte-Gertrude, de la MDJ La Forteresse du secteur Sainte-Angèle-de-Laval et de l'Éclipse Bécancour. Tous membres du regroupement des Maisons des jeunes du Québec, elles en partagent leur mission. Soit être un lieu de rencontre pour les jeunes de 12 à 17 ans qui, sur une base volontaire, viennent à la MDJ afin de participer aux activités quotidiennes animées par des adultes qualifiés et significatifs dans le but de devenir des citoyens et citoyennes critiques, actifs et responsables en vivant des expériences diverses. Il peut y avoir des activités comme la ronde à l'expo. Il peut y avoir des activités aussi qui vont se passer à l'MDJ comme, admettons, tournoi de 21, d'autres activités. Puis aussi, il peut y avoir juste des thématiques libres qui ont fait un peu qu'est-ce qu'on veut à l'MDJ avec les animateurs. La passe-temps, on peut soit partir d'une conversation sur quelque chose qui s'est passé durant la journée ou de quelque chose qu'on va apprendre, ou il peut y avoir des thématiques sur des choses importantes. Comment y parvenir? En temps normal, il suffit de vivre des expériences variées avec les jeunes et les intervenants adultes significatifs dans les maisons de jeunes afin qu'ils découvrent leurs forces, leurs faiblesses, leurs besoins et leurs goûts. Mais dans ce projet, nous avons profité de ces ateliers pour inviter d'autres ressources à se joindre à nous pour favoriser l'harmonisation des connaissances des jeunes et avec des services offerts dans la région. Merci à nos partenaires que sont la Table régionale de l'éducation Centre du Québec, la Relance Nicolas Bécancour. La relance s'implique dans le projet L'art de persévérer parce que pour nous, c'est vraiment important tout ce qui est la persévérance scolaire, puis de donner une motivation aux jeunes. Donc, dans nos principaux objectifs, quand on fait de la prévention universelle, on veut que le jeune se développe des facteurs de protection, des intérêts, des passions et qu'il parte à la découverte vraiment de sa personne, donc d'augmenter la connaissance de soi. Donc, la rue Bécancour aussi était partenaire du projet. Oui, on était partenaire. On n'était pas aussi engagés que les Maisons des jeunes, bien entendu, mais on était quand même présents pour participer à ces activités-là. Alors, c'était quoi pour vous l'avantage de ce programme-là, de ce projet-là? Bien, je pense que c'est un regroupement de Maisons des jeunes. Donc, si un regroupement de Maisons des jeunes, il y a un regroupement de jeunes plus concentré. Donc, moi, ça me permet d'avoir beaucoup plus de jeunes sur place, puis ça me permet de rentrer en contact avec eux autres. Donc, en temps de pandémie, comment fait-on? Eh bien, on fait pareil dans le respect des consignes sanitaires. Nos 3 maisons des jeunes ont donc concocté un programme varié, participatif et volontairement contagieux. C'est un environnement incroyable, magique, tellement
C'est réjouissant de travailler dans un centre où il y a des jeunes. On peut être créatif, mettre notre énergie aussi, parce que veut pas, on a tous des énergies différentes. C'est une superbe activité, là. C'est très coloré, ça fait du bien. Elles ont approché des artistes, des professionnels de différents horizons et leur ont demandé de donner des ateliers aux jeunes. Pas des conférences, des ateliers sur leur art, leur profession. De façon à ce que les jeunes présents goûtent à toutes sortes de choses d'une façon très concrète en y participant. Moi, je suis beaucoup artistique, puis j'ai comme tout le kit chez moi, là. Fait que je fais mettons, de la sculpture aussi des fois, puis plein de choses comme ça, là. J'ai bien aimé dessiner, puis faire de l'aquarelle. Le poème, ça, c'était comme plus difficile, mais c'est le fun pareil. Ce qu'on cherchait ainsi à développer chez eux, c'est l'art de persévérer. C'est le nom qui a été choisi par nos jeunes pour désigner le projet. Les vecteurs choisis comprennent, outre cette vidéo diffusée sur les ondes de Télécœur, un balado disponible auprès du poste de radio via 90.5 et les réseaux sociaux, bien évidemment. Je suis partie d'une idée de mon nom. Là, il y a une de mes amies qui m'a dit d'enlever l'Y parce que ça va faire plus court. Puis après, j'ai décidé des couleurs au hasard qui se mélangeaient bien. Puis après, il y a Maxime qui m'a aidé à partir. Ce que j'ai apprécié le plus, c'est peut-être de faire un rap en équipe de 2. C'est le fun. Puis après, le rire devant les autres, c'était drôle aussi, là. Journalisme, peinture, poésie, photographie, autant de modes d'expression que les jeunes ont pu explorer, en poussant plus loin par eux-mêmes les notions abordées lors des ateliers. Salut, moi je m'appelle Charlotte Ducette, je viens de la Maison des Jeunes de la Forteresse. Puis aujourd'hui, j'ai participé à l'activité de la photographie. Puis j'ai appris plein de choses, puis j'ai vraiment aimé ça. J'ai appris qu'il y avait plusieurs sortes de modèles d'appareils photo avant les appareils photo normaux, nos téléphones. En tout, c'est des dizaines de jeunes qui ont pu rejoindre directement, mais qui sait combien d'autres ils en rejoindront en communiquant leur expérience. Des tas et des tas, espérons-le, car l'art de persévérer est un art qui rapporte. C'est sans pression, amusant et rempli d'apprentissage. C'était vraiment cool, c'était amusant. On a ri, puis c'était une belle expérience. Il est facile de commencer et tout peut se poursuivre. Continuer demande plus d'efforts et de courage. Mais avec une telle récompense au bout, soit celle d'apprendre à se connaître, à faire de bons choix pour nous réaliser dans tout ce que nous sommes comme personnes. Et ça, c'est tout un art. J'allais à District 5. J'adorais vraiment ça. À cause de la COVID, je ne pouvais plus. J'avais bien du fun avec les profs qui se donnent. Merci.
façon que je peux comparer ça à la vie d'aujourd'hui, c'est comme un véhicule manuel puis un véhicule automatique. Pour toutes les choses que l'autisme veut engendrer, il faut qu'il passe d'une vitesse à l'autre. Tandis que le monde normal, les neurotypiques, ça se fait plus de façon automatique. Pour moi, l'autisme, c'est juste d'être différent, d'avoir un cerveau différent, mais ça veut pas dire d'être inférieur ou d'être moins bon. C'est important d'être ici pour représenter les femmes autistes Asperger, qui sont souvent invisibles dans la société. Puis j'entends parfois que « Ah, t'es autiste, ça paraît pas ». J'aurais envie de dire à ces gens-là, venez passer une journée dans mes souliers, dans les souliers de ma famille. Mon frère, il est drôle, curieux, il est pas toujours attentif, mais il est très persévérant en ce qui parle de son attention. Il fait tout pour apprendre mieux, puis ça, c'est ça que j'aime de chez lui. Que les autistes, ils ont pas beaucoup d'amis. Ils ont pas beaucoup d'amis, mais ça leur dérange pas. Puis aussi, c'est pas que t'es autiste que t'es inférieur aux autres. On a souvent des préjugés que l'autisme, c'est vraiment pas très bon, mais en fait, c'est bon. Il y a plein de qualités, comme moi, mon frère, on lit à la même vitesse, tandis que lui est en 3e année et moi en 5e année. En fait, moi, dans ma vie, je gagne à dire aux gens que je suis autiste Asperger parce que ça coupe beaucoup de barrières de jugement puis ça permet une communication plus transparente. Quand j'étais plus jeune, dans le fond, l'éducation que j'ai eue m'a permis de bien me développer. Puis aujourd'hui, c'est pour ça que je suis capable d'avoir une belle famille. On est heureux, mais notre vie est différente, c'est certain. Il y a plein de femmes qui se disent « je suis un peu différente, qu'est-ce que les gens vont penser de moi ou comment ». Mais là, on est dans un monde où tout le monde est différent. Donc, cette différence, c'est en même temps cette ressemblance qu'on a. Je sais que ça peut peut-être paraître un peu paradoxal ce que je dis, mais on est tous dans la grande famille des humains. Bienvenue aux autistes dans le monde de la vie. Faites-vous entendre, faites-vous voir par vos réussites. Puis, l'appel à tous aux gens d'être juste un petit peu dans l'ouverture. Parce qu'on a tous à gagner. Ensemble, faisons plier l'autisme! Talking away, I don't know what I'm to say. I'll say it anyway. Today's another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay? Take on take me on. I'll be gone in a day or two. So needless to say, a dance, but I'll be stumbling away, slowly learning that life is okay. Say after me, it's no better to be safe than sorry. Take on me.
die too. That you say, yeah, is it life or just to play my worries away? You're all the things I've got to remember. You are shying away. I'll be coming for you anyway. Take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two. Take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two. In a day or two. In a day or two. Her face when you were looking for a while, with not a trace that were underneath the weather. And I tried to let go, but she slipped away like a little girl. But I really wanna make her mine. My girl would never say what I need to hear to make it all okay. So we try to make nice so the kids won't know for a little while, but it really doesn't make it. I'll find you alone a while with a heavy hand and a dark lit smile. Let her find time to regret what I still don't know, and I really wanna make her mine. She wants to know just who I am. She wants to know just who I am. She can make you work for the word she has. She wants to know just who I am. I'm guessing that it happens all of the time. Through no fault of mine, she can turn it around. She wasn't like the best thing under the sun, but yeah, I guess I needed to learn from her. I guess I needed to open up and let it all out. Your face when it all came down with a bright light was a little dark frown. I was unturned by the sharp alarm, and you weren't afraid, but it doesn't really matter. I tried you and forced a smile, and we were like friends for an unsaid while. And I might have let go, maybe one of those nights you stayed a while, and I still wanna make her mine. She wants to know just who I am. She wants to know just who I am.
make you work for the worth she has. She wants to know just who I am. I'm guessing that it happens all of the time. Through no fault of mine, she can turn it around. She wasn't like the best thing under the sun. But yeah, I guess I needed to learn from her. I guess I needed to open up and let it all out. She wasn't like the best thing under the sun. Yeah, I guess I needed to learn from her. I guess I needed to open up and let it all out. Laissez-moi vous jaser une histoire perdue. C'est la honte, c'est la peur. On veut pas en parler. Dans un coin bien profond, dans une maison de Dieu, un secret se dévoile et jamais résolu. La légende, la jeune fille oubliée. La légende, la jeune fille oubliée. Dans une fête de quartier, sur le perron d'une église, son regard a croisé ses yeux qui brillaient, remarquant qu'elle tremblait. Il lui donne sa crémone et lui dit d'où il vient, et ce moment passait. Tout son âme est tordue et son corps n'en peut plus. Elle rêvait jour et nuit à celui qu'elle aimait. Elle quitta en secret ses parents et la ville pour aller retrouver un jeune homme inconnu. La légende, la jeune fille oubliée. 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 Parce que nous autres, avec les cuillères, c'est un petit train spécial. C'est bon.
Fait que c'est là qu'on va se mettre à l'accélérer. Fait que ça ressemble à ça un peu. Ben oui, fait que hey, c'était toute qu'une pièce, ça. Myself, so I'm gonna let it do all the talking. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. I fell in fear upon my back, said don't look back, just keep on walking. When the big black horse that looked this way said, hey lady, will you marry me?